L'UFC a un petit peu plus de 30 ans. La machine que l'on connaît aujourd'hui a grandement évolué depuis son inception et même si on trouve toujours des choses à lui reprocher, force est de constater qu'on aime l'UFC autant qu'on la déteste par moments. Désormais, on a droit à du MMA en si grande quantité qu'on frôle parfois l'overdose, mais surtout, la puissance médiatique de l'UFC est telle qu'on a l'impression que chaque événement est une véritable stèle dans l'histoire de la promotion. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais il m'arrive encore de me poser devant certaines soirées et de me dire que je suis témoin d'un moment qui restera gravé dans l'histoire. Et honnêtement, j'aime le MMA et le sport d'une façon générale pour ces moments-là. Outre la prouesse sportive et les accomplissements, être témoin d'un moment significatif du sport que l'on aime est un sentiment très spécial. Et c'est ce sentiment que j'ai voulu réveiller aujourd'hui. L'histoire de l'UFC est pleine de ce genre de moments et ça a été un vrai plaisir de se plonger dans le passé pour en revivre certains. Évidemment, il y a bien plus qu'un seul moment significatif par an, surtout à l'ère moderne, mais j'ai fait des choix mêlant l'importance à l'instant T et l'importance pour le futur de la promotion et pour le sport d'une façon plus globale. Si cela vous plaît, je peux en faire un similaire pour les occurrences hors de l'UFC, mais pour le moment, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà le moment le plus significatif de chaque année depuis la création de l'UFC. 1993, l'UFC 1. Je pense que 1993 est l'année la plus simple à démêler de toutes. Il n'y a qu'un seul événement en 1993 et selon mon perspective, c'est peut-être le plus important de l'histoire de l'UFC. Je ne vais pas revenir en détail sur l'UFC 1, mais son impact ne doit pas être sous-estimé. C'est tout simplement la création de la promotion, les balbutiements de ce que l'on connaît aujourd'hui et certains aspects du MMA que l'on utilise encore de nos jours ont été créés ce soir-là. Quoi qu'on pense de la validité de l'événement sur l'aspect sportif, c'est le point de départ d'une incroyable aventure. Il n'y a pas d'UFC 300 sans UFC 1 et même si les organisateurs initiaux du projet n'avaient pas la vision internationale et globaliste que l'on connaît aujourd'hui, il a fallu quelqu'un pour mettre le train en marche et pour ça, merci messieurs. 1994, Royce Gracie contre Dan Severn. En 1994, l'UFC ressemble encore énormément au produit initial. Il faut dire qu'il n'y a eu que 3 soirées cette année-là, mais déjà, on sent une volonté de faire les choses en plus grand. L'UFC 3 a été marketé autour d'une potentielle revanche entre Royce Gracie et Ken Shamrock, qui n'a certes pas eu lieu, mais la soirée a été marquée par le fait que pour la première fois, ce n'est pas Royce qui sort le grand vainqueur de l'événement. C'est donc avec beaucoup de curiosité que plus de 120 000 personnes achètent le pay-per-view de l'UFC 4 pour voir si Royce est toujours le meilleur combattant du monde. Son combat contre Dan Severn a lieu en finale du tournoi et même si le représentant de la famille Gracie émerge victorieux, c'était son combat le plus difficile à date et de loin. Severn avait probablement bien étudié le combat entre Royce et Kimo Leopoldo et il a très intelligemment usé de son avantage physique pour mettre la pression au Brésilien. Royce finit évidemment par le soumettre après plus de 15 minutes d'affrontement, mais c'est lors de l'UFC 4 qu'on a commencé à se dire que le JJB n'était peut-être pas infaillible après tout. 1995, Ken Shamrock devient Super Fight champion. L'UFC 6 est l'occasion du couronnement du premier champion de l'UFC dans le sens strict du terme. Le Super Fight Championship est une tentative de se rapprocher du modèle de ceinture utilisé par la boxe et qui est sûrement plus prompte à intéresser le grand public. Cela devait avoir lieu lors de l'UFC 5, mais après le match nul entre Royce Gracie et Ken Shamrock, la ceinture est restée vacante. L'UFC programme donc 2 de ses combattants les plus populaires, de nouveau Ken et Dan Severn, pour couronner le champion inaugural de la promotion à l'occasion de l'UFC 6. Il ne faut que 2 minutes à Ken pour soumettre son adversaire et remporter la ceinture, devenant de fait la nouvelle figure de proue de l'UFC, même si l'héritage de la ceinture n'est pas vraiment reconnu par la promotion actuellement, car Mark Coleman est toujours considéré comme le premier champion des poids lourds de l'histoire. C'est un moment très important et un vrai tournant pour la promotion, car la famille Gracie s'est peu à peu retirée de l'UFC après la 5e édition. 1996, les débuts de Mark Coleman. 1996 est une année charnière pour l'UFC car il faut apprendre à faire sans les Gracie et faire émerger de nouvelles stars. Don Frye fait ses débuts cette année-là et il connaît une superbe année 1996 mais à mes yeux, il n'y a pas de moment qui tiendra une importance aussi capitale pour le futur du sport que les débuts de Mark Coleman. L'ancien lutteur émérite remporte 2 tournois en 1996 et il aura un impact significatif sur le sport dans sa globalité. D'ailleurs, le soir des débuts de Mark est aussi le soir des débuts de Bruce Buffer qui occupe une place centrale à ce jour à l'UFC et dans les sports de combat d'une façon générale. 1997, l'UFC se rend au Japon. Pour la première fois de son histoire, l'UFC quitte le continent nord-américain en 1997. Cette soirée a une importance significative à plusieurs égards. Déjà, Randy Couture et Frank Shamrock y remportent tous deux une ceinture de champion. Et lorsqu'on connaît l'importance qu'ils auront sur le MMA dans sa globalité, difficile de ne pas y voir un moment capital. Aussi, cette soirée marque la seule apparition à l'UFC du légendaire Kazushi Sakuraba, qui deviendra l'une des figures les plus importantes du MMA nippon dans les années suivantes. Mais surtout, l'UFC 15.5 comme il est parfois appelé, marque la volonté de l'UFC de devenir la référence internationale en matière de combat libre. Le Japon sera d'ailleurs une destination prisée par la promotion pendant plusieurs années, même si ce n'est plus le cas actuellement, et c'est en 1997 que l'UFC a commencé à se tourner vers le reste du monde. 1998, premier tournoi pour des combattants plus légers.
En parlant d'expansion, 1998 est l'occasion d'une ouverture plus concrète de l'UFC à des combattants plus légers. Ce n'est bien sûr pas la première fois que des athlètes qui ne sont ni des poids lourds ni des mi-lourds concourent pour la promotion, mais l'UFC 16 marque le premier tournoi à leur être intégralement dédié. Avec une limite de poids de 77 kg, le tournoi est assez révolutionnaire pour les standards de l'époque et il a permis l'émergence de Pat Miletich qui deviendra le champion inaugural des poids welter l'année suivante. 1999, Frank Shamrock contre Tito Ortiz. Rares sont les combats des premières heures du MMA qui sont encore plaisants à regarder avec les standards actuels, mais c'est le cas du main event de l'UFC 22. Frank Shamrock était en avance sur son temps et il montrait une palette technique beaucoup plus large que ses contemporains. Il dominait tous ses combats et un jeune Tito Ortiz semblait être le seul rempart possible à un règne sans partage de Frank. C'est un très bon combat que je vous invite à regarder, surtout qu'il marque la dernière apparition de Frank Shamrock à l'UFC. En effet, c'est après l'UFC 22 que Shamrock quitte la promotion, critiquant le manque de compétition, et il n'y combattra plus jamais. En le faisant, il a laissé un gros vide au sommet de la promotion qui était en quête désespérée de stabilité. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a quitté l'UFC sur une grande performance qui mérite d'être vue. 2000, le CSAC pose la base des règles unifiées des arts martiaux mixtes. On s'éloigne un peu du strictement sportif pour l'année 2000 pour parler règlements et régulations. 9 années avant l'adoption définitive des règles unifiées des arts martiaux mixtes, la Commission athlétique de Californie est la première à soulever la nécessité d'un socle de règles communes à toutes les commissions souhaitant accueillir des combats de MMA. En effet, il y a trop de divergences sur la question des rounds, des tenues ou encore des critères de jugement et une uniformisation s'impose. Même si ce n'est pas lors de cette instance que sera régulé le sport, c'est en avril 2000 que le processus sera mis en route et aboutira en 2009 au règlement que l'on connaît aujourd'hui. 2001, Zuffa achète l'UFC. L'UFC était un petit peu en perdition au début des années 2000. SEG, propriétaire de la promotion depuis ses débuts, est criblé de dettes et l'UFC peine à remplir ses soirées et à attirer des sponsors. Au bord du précipice, les propriétaires ont accueilli comme une bénédiction l'offre de rachat des frères Fertitta, d'importants propriétaires de casinos au Nevada. Évidemment, derrière ce projet se cache surtout Dana White qui a grandement motivé Frank et Lorenzo Fertitta à racheter l'affaire. Cette opération marque un tournant majeur dans l'histoire de l'UFC et ouvre une nouvelle ère qui va voir la promotion exploser sous la présidence de Dana White. Le succès n'est évidemment pas immédiat, mais c'est un grand pas vers l'UFC que l'on connaît aujourd'hui. 2002, Tito Ortiz contre Ken Shamrock. Avec un produit en ruine, il a fallu que Zuffa commence à tout reconstruire. Les premières soirées des nouveaux propriétaires ne rencontrent pas un très grand succès et il devient impératif de trouver une recette miracle. À l'époque, l'UFC 40 a été un moment très important pour la promotion et il a permis à tout le monde de respirer un petit peu. Tito Ortiz et Ken Shamrock ne s'aimaient pas et la rivalité entre les deux hommes a été une rampe de lancement formidable pour l'UFC. Cette soirée a été couverte à l'échelle nationale et les deux hommes se sont même confrontés en direct à la télévision. Leur personnalité explosive et la promesse d'un combat de haut niveau ont permis à la soirée de dépasser les 100 000 ventes de pay-per-view pour la première fois depuis longtemps. L'arbitre John McCarthy décrit d'ailleurs l'UFC 40 comme le moment qui a décidé de la survie du MMA aux États-Unis. Surtout, le combat était de très bonne qualité et la soirée en elle-même a donné un second souffle à l'UFC. 2003, l'UFC inaugure son Hall of Fame pour ses 10 ans. Avec seulement 5 soirées en 2003, l'UFC a beaucoup de mal à se consolider cette année-là. Comme souvent, la promotion s'en est remis à Tito Ortiz pour son plus grand événement de l'année avec le très bon UFC 44. Mais surtout, 2003 marque le 10e anniversaire de la promotion et pour l'occasion, le Hall of Fame est créé pour honorer les premières légendes du sport. Royce Gracie et Ken Shamrock sont des choix logiques pour cette première édition, les deux hommes ayant marqué les premières heures de la promotion. La tradition du Hall of Fame est moins ancrée en France, mais aux États-Unis, c'est un accomplissement énorme et un objectif que visent tous les athlètes d'une discipline. C'est le panthéon du sport et il reconnaît aujourd'hui un grand nombre de combattants, contributeurs et combats essentiels dans l'histoire du MMA. 2004, Tito Ortiz contre Chuck Liddell. Après avoir attendu plus d'1 an pour voir ce combat, les fans ont enfin pu voir ce qui devait être à l'époque la conclusion d'une des rivalités les plus personnelles et médiatisées de l'histoire du MMA. Tito Ortiz et Chuck Liddell, anciens équipiers devenus rivaux, se sont retrouvés lors de l'UFC 47 pour un affrontement épique. Tito était accusé par beaucoup de fans et par Chuck de l'éviter et de vouloir retarder le combat autant qu'il le pouvait, une situation qui a permis de générer encore plus de tension autour de l'affrontement. C'est un combat extrêmement important car il a non seulement permis de dépasser une nouvelle fois la symbolique barre des 100 000 pay-per-view, mais surtout, il a fait de Liddell une encore plus grosse star qu'il ne l'était déjà. D'une certaine façon, il est devenu le visage de la promotion après ce combat et il a remporté la ceinture de champion du monde l'année suivante en battant Randy Couture. 2005, Forrest Griffin contre Stéphane Bonnard. Voilà le moment que Dana White considère comme charnière dans la pérennisation de l'UFC. La promotion était en grande difficulté financière et le show The Ultimate Fighter était la dernière tentative de sauver l'UFC avant que les dirigeants de Zuffa ne soient forcés de vendre la compagnie. Le succès exceptionnel de latéralité a permis à l'UFC de conquérir une toute nouvelle audience. Il est estimé que 3 millions de téléspectateurs ont regardé la finale de la première saison et le combat entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard sur Spike TV. Un nombre colossal qui a permis à l'UFC 52 se déroulant la semaine d'après de bénéficier d'un ruissellement de fans car 2
280 000 personnes ont acheté le pay-per-view pour voir le show. Les chiffres de l'UFC continuent de progresser à partir de ce moment-là et la promotion est sauvée. C'est aussi à partir de 2005 que le nombre d'événements par année va commencer à augmenter avec l'introduction de Fight Night, des soirées sans pay-per-view que l'on connaît trop bien aujourd'hui. 2006, Georges St-Pierre devient champion du monde. Deux champions fondamentaux ont remporté la ceinture de l'UFC en 2006, Anderson Silva et Georges St-Pierre. J'ai choisi Georges St-Pierre car je crois que sa victoire contre Matthews tient une symbolique plus importante que celle de Silva. Matt était le héros de JSP, son modèle et l'une des raisons qui l'a poussé à devenir un combattant. Lorsqu'il s'était affronté une première fois en 2004, Matt lui avait montré qu'il y avait encore un gouffre entre eux et que le Canadien devait continuer à progresser et à travailler pour le surpasser. Donc lorsque les deux hommes se sont retrouvés à l'occasion de l'UFC 65, c'est un vrai test pour Georges. Lorsqu'il a battu Matt et qu'il est enfin devenu champion du monde, il a non seulement mis fin à l'un des règnes les plus légendaires de l'histoire du MMA, mais il a surtout repris le flambeau de la division des poids welter. Georges était un jeune combattant, mais il était sur le point de devenir une véritable légende, et c'est le 18 novembre 2006 que tout cela a commencé. 2007, l'UFC achète le Pride. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les circonstances qui ont mis fin au Pride, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous encourage à regarder. Le rachat du Pride par l'UFC est très significatif car il met fin à la seule compétition un petit peu crédible de la promotion américaine. On était loin du monopole que l'on connaît actuellement, mais déjà, il semble que l'UFC est un peu seul au monde. Évidemment, les plans initiaux de l'UFC après le rachat du Pride ont été contrariés par tout un tas de facteurs qui touchent notamment le rôle du crime organisé dans l'industrie du divertissement au Japon. Mais après 2007, la promotion est le leader exclusif et incontesté du MMA mondial. Surtout, cette année-là est particulièrement prospère pour la promotion avec de très bons scores de pay-per-view et la consolidation de la popularité de plusieurs stars. 2008, Brock Lesnar devient champion du monde. L'annonce de la signature de Brock Lesnar à l'UFC était un événement massif. Brock était une star internationale et son statut dépassait très largement celui de n'importe qui dans la promotion. L'intrigue autour de sa transition en MMA était telle que 650 000 personnes ont acheté la soirée de ses débuts à l'UFC. Malgré son passif de lutteur universitaire, peu de personnes pensaient sérieusement qu'il serait compétitif au plus haut niveau. Et d'une certaine façon, les débuts de Brock leur ont donné raison. Même s'il n'y a rien de déshonorant à perdre contre Frank Mir, tous les fans de MMA un peu réfractaires ont été soulagés de voir que le catcheur n'était pas capable de battre ce qui se faisait de mieux dans leur sport. Mais ce sentiment a disparu presque aussi vite qu'il est arrivé lorsque Brock est devenu champion du monde en fin d'année en battant Randy Couture. Pour bien comprendre à quel point l'UFC 91 était massif, la soirée est la première de l'histoire de l'UFC à avoir été achetée plus d'1 million de fois, un cap symbolique qui repose presque exclusivement sur le combat principal de la soirée. À la surprise générale, Brock Lesnar met Randy Couture KO dans le second round et quitte Las Vegas avec la ceinture de champion, un moment très particulier car l'UFC va alors bénéficier d'une exposition à l'échelle internationale et mainstream assez rare qui n'accompagnera que peu d'athlètes dans son histoire. 2009, l'UFC 100. 2009 est l'année où l'UFC a atteint le nombre symbolique des 100 soirées numérotées. En réalité, il y avait un peu plus de 100 soirées qui avaient été vendues en pay-per-view, mais on ne va pas chipoter. Pour l'occasion, Dana White veut proposer la plus grosse soirée de l'histoire de la promotion, et c'est plutôt réussi d'ailleurs, puisque plus d'1,5 million de personnes vont acheter l'événement, un record à l'époque qui fait toujours partie des 10 soirées les plus vendues de l'histoire de l'UFC. Au programme, la revanche entre Brock Lesnar et Frank Mir, une défense de titre de Georges St-Pierre et le combat final de TUF entre Dan Anderson et Michael Bisping. La soirée est également en pratique l'une des meilleures de l'histoire de la promotion et ce show anniversaire a surpassé toutes les attentes qui étaient déjà très hautes. 2010, l'UFC et Abu Dhabi. En avril 2009, une compagnie du nom de Flash Entertainment a acheté 10% de Zuffa. Il se trouve que Flash Entertainment est possédé par le gouvernement d'Abu Dhabi et que ce rachat partiel va entamer la relation très fructueuse entre l'UFC et les Émirats. C'est en 2010 que la promotion va se rendre pour la première fois sur place et c'est à l'occasion du très désastreux UFC 112 et autant dire que rarement un partenariat n'a commencé d'une pire manière que cela. Évidemment, on connaît l'importance qu'a pris cette relation avec le temps. Abu Dhabi a accueilli un nombre important d'événements majeurs et a notamment été un moteur pour le sport pendant la pandémie du Covid. C'est devenu une destination obligatoire pour la promotion et vu l'argent que les Émirats injectent dans le sport, ce n'est sûrement pas prêt de s'arrêter. 2011, Jon Jones devient champion du monde. C'est un petit peu fou de se dire que Jon Jones est devenu champion des poids lourds en 2023 quand on sait qu'il a touché une ceinture de champion du monde pour la première fois en 2011. Jon est une figure aussi controversée qu'emblématique et il a régné sur les mi-lourds d'une main de maître tout au long des années 2010. C'est lors de l'UFC 128 que tout a commencé pour Bones. Lorsque son coéquipier Richard Evans se retire de son combat contre Mauricio Rua, Jon saute sur l'occasion pour le remplacer et concourir pour la ceinture. Il devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans en dominant Mauricio de A à Z. C'est le début de l'ère de domination de l'homme que beaucoup considèrent comme le meilleur combattant de l'histoire et ce moment tient une importance significative dans l'histoire du MMA d'une façon générale. 2012, Ronda Rousey signe avec l'UFC. Après avoir répété plusieurs fois que les femmes ne combattraient jamais l'UFC, Dana White est historiquement revenu sur cette affirmation après avoir vu Miesha Tate et Ronda Rousey s'affronter au Strikeforce.
L'annonce de la signature de Ronda à l'UFC a ouvert la possibilité pour les femmes de combattre dans la promotion et en termes marketing, l'UFC a mis les bouchées doubles. Si vous pensez que la promotion est incapable de transformer une combattante en star, vous avez tort. Ronda en est l'exemple et comme pour beaucoup d'autres aspects de leur business, la promotion est simplement devenue un petit peu feignante à ce sujet. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel la division des poids plumes et des poids coqs ont été laissés. La signature de Ronda est un moment extrêmement significatif. Elle a offert des moments iconiques au sport et a probablement inspiré bon nombre d'athlètes à suivre ses pas. 2013, Anderson Silva perd son titre. Après presque 7 années de règne et 10 défenses de titre, Anderson Silva est battu par Chris Weidman lors de l'UFC 162. C'était un véritable choc, car Anderson fait partie des champions éternels que l'on n'imaginait pas capables d'être défaits. Avec cette défaite et la retraite de Georges St-Pierre à la fin d'année, c'est une vraie page du MMA qui s'est tournée en 2013, la fin d'une époque et l'avènement d'une nouvelle génération de combattants. Surtout, Anderson se blesse dans la revanche en décembre et il ne s'en remettra jamais. Son règne reste à ce jour l'un des plus iconiques de l'histoire du sport et même s'il a parfois pu être critiqué pour le minimalisme de son style, il a été l'un des combattants les plus divertissants du monde et mérite tout le crédit qu'il reçoit de nos jours. Il est le véritable meilleur poids moyen de l'histoire, quoi qu'en pensent certains néophytes. 2014, Reebok signe un contrat d'exclusivité avec l'UFC. En 2014, l'UFC ouvre sa politique d'uniformisation des tenues de combat. En signant un contrat d'exclusivité avec Reebok, la promotion retire aux combattants la possibilité de porter leurs sponsors sur leurs tenues, ce qui résulte en une perte financière colossale pour les athlètes. Même si cela a rendu l'UFC extrêmement riche, la signature avec Reebok puis avec Venom reste des moments qui font partie des plus controversés de l'histoire du MMA. Tout cela s'intègre dans une discussion plus globale sur la paye des combattants et la considération qu'ils reçoivent de la promotion, qui sont d'ailleurs essentielles dans le procès en cours contre l'UFC. Du point de vue des athlètes, 2014 marque un tournant important sur l'aspect financier et pas un bon tournant du tout. 2015, Conor McGregor bat José Aldo. Je ne crois pas avoir vraiment besoin de justifier ce choix, mais l'UFC 194 marque l'explosion en popularité de l'Irlandais Conor McGregor. Son ascension dans la promotion depuis sa signature en 2013 n'a pas d'égal dans l'histoire de l'UFC. Incroyablement charismatique, avec un style de combat très plaisant et une attitude délirante, Conor a pris le monde du MMA d'assaut et a ouvert les portes du possible. C'est ainsi qu'est née la plus grosse star de l'histoire du sport et l'un des sportifs les plus reconnus du monde tout court. Je vous spoil un peu la vidéo, mais les 3 années suivantes concernent également l'Irlandais et l'UFC 194 est le moment où il a montré qu'il n'était pas juste un combattant populaire, mais bien un combattant du calibre d'un champion du monde. Il a mis fin à 10 années d'invincibilité de José Aldo en seulement 13 secondes et cette victoire l'a propulsé dans la stratosphère. 2016, Conor McGregor devient double champion du monde. 2016 est l'année où l'UFC a enfin pu se rendre à New York, et qui dit New York dit évidemment Madison Square Garden, la salle la plus iconique de l'histoire des sports de combat. Et quoi de mieux pour cette première venue à New York qu'une opportunité pour Conor McGregor de devenir double champion du monde. Après avoir pris sa revanche contre Nate Diaz en août, la popularité de l'Irlandais est au sommet. Lors de l'UFC 205, il affronte et bat le très sous-coté Eddie Alvarez pour devenir champion des poids légers. Et évidemment, il ne défendra ni sa ceinture de champion des poids plumes ni celle-là, mais l'image de Conor avec 2 titres sur les épaules est iconique. Un aspect un petit peu plus négatif de ce moment, c'est qu'il a ouvert une nouvelle fascination pour les doubles champions du monde qui dessert un petit peu le sport parfois. 2017, Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Même si le combat opposant Conor à Floyd n'a pas eu lieu à l'UFC, il a été copromu par Dana White et il reste à ce jour le 2e combat le plus acheté de l'histoire derrière l'opposition entre Mayweather et Pacquiao. Cela témoigne du chemin parcouru par McGregor dont la popularité transcende alors largement celle de l'UFC. C'était un événement surréaliste, bien au-delà du cadre sportif qui a touché le monde entier. Plus que n'importe quelle autre soirée de sport de combat, le Money Fight semblait être global. Le fait le plus curieux de toute cette aventure selon moi est que Conor a fait un si bon travail de promotion qu'il a réussi à instaurer le doute dans le crâne du grand public qu'il pouvait battre Floyd. Évidemment, ce n'était pas le cas, et malgré une belle résistance, Mayweather a mis un terme au combat dans la 10e reprise. Ce moment marque le sommet de la popularité de Conor, et à ce jour, il semble toujours aussi surréaliste que ce combat ait eu lieu. 2018, Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Évidemment, difficile d'occulter le plus gros combat de l'histoire de l'UFC dans cette vidéo. Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov se sont affrontés lors de l'UFC 229 et leur rivalité a profondément marqué le sport de par son intensité. Après l'incident du bus et les invectives à répétition, c'était défaite interdite pour les deux hommes. Rarement une ceinture n'a semblé être aussi secondaire dans un combat que ce soir-là. Les fans étaient incroyablement investis dans cet affrontement et si on est sincère, l'UFC 229 n'a pas vraiment rendu service au sport d'une façon générale. Khabib et Conor n'ont pas exactement les fans les plus sympathiques et mesurés et on a assisté à plusieurs scènes peu flatteuses pour le MMA. Évidemment, la bagarre générale qui a suivi le combat n'a pas franchement aidé à crédibiliser le sport, mais Khabib et Conor ont une rivalité unique qui a déchaîné les passions. 2 400 000 personnes ont payé pour regarder son dénouement, et cette victoire a fait de Khabib une star mondiale et a entamé la lente perte d'aura de Conor qui n'a plus jamais été le même. 2019, Jorge Masvidal plante Ben Askren.
Est-ce qu'il y a un moment plus viral que le KO de Jorge Masvidal sur Ben Askren dans l'histoire de l'UFC? Je ne pense pas, et c'est fou ce que 5 secondes peuvent faire pour la carrière d'un combattant. L'année 2019 de Gamebred est absolument folle. Solide membre du top 10, un peu anonyme au début de l'année, il finit 2019 en tant que superstar mondial et une ceinture est même créée exclusivement pour son combat contre Nate Diaz. Alors que la promotion doit faire sans Conor pour la première fois depuis longtemps, il semble qu'une nouvelle star tombe dans le creux de la main de Dana White. Ce coup de genou est mythique et il restera à vie l'un des moments les plus médiatiques du MMA et Jorge doit beaucoup à la prédictibilité de Ben Askren. 2020, Khabib Nurmagomedov prend sa retraite. Avec la pandémie du Covid, l'année 2020 fut une année particulière pour le monde entier et l'UFC n'y a pas fait exception. Cela étant, la promotion est parvenue à maintenir son calendrier, l'UFC a tenu un rythme presque hebdomadaire et a introduit l'Apex qui était très utile à l'époque mais qui devrait avoir atteint sa date de péremption de nos jours. Au milieu de ce désastre sanitaire, le père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, décède d'une pneumonie causée par le Covid. Cette tragédie va entraîner la fin de la carrière de Khabib qui annonce que son combat contre Justin Gaethje sera son dernier. Après être sorti vainqueur de l'UFC 254, il rend sa ceinture et ne combattra plus jamais. Il quitte le sport invaincu et n'ayant jamais vraiment rencontré d'adversité. 2021, la rédemption de Charles Oliveira. Après 10 ans à l'UFC, Charles Oliveira est devenu champion du monde lors de l'UFC 262. Son histoire est assez phénoménale et elle témoigne d'un acharnement hors norme. Et après une série de 9 victoires de rang chez les poids légers, il remporte le Saint Graal en mettant KO Michael Chandler. Je dirais que le vrai moment significatif de son année est intervenu lors de l'UFC 269. Alors que beaucoup considéraient Dustin Poirier comme le roi sans couronne des poids légers, Charles a prouvé qu'il n'avait pas usurpé son trône en soumettant le diamant pour conserver sa ceinture. Son style de combat et son histoire ont fait de Do Bronx un favori de la foule et il pourrait de nouveau combattre pour la ceinture cette année si tout se passe comme il l'entend. 2022, Islam Makhachev contre Charles Oliveira. De la même manière que la victoire de Georges St-Pierre contre Matthews était chargée de beaucoup de symbolisme, celle d'Islam Makhachev lors de l'UFC 280 l'était également, mais pas pour les mêmes raisons. Si Khabib a quitté l'aspect compétitif du MMA, il a continué à travailler avec Islam Makhachev, le protégé de son père, pour accomplir ce qu'Abdulmanap avait envisagé pour ce dernier. Lors de l'UFC 280, Islam devient champion du monde et rend hommage à son entraîneur de toujours, qu'il a accompagné tout au long de sa carrière et jusqu'à son rêve à travers son fils Khabib. D'une certaine façon, ce moment marque la sortie définitive de Khabib et le passage du flambeau à son ami toujours. Quoi qu'on pense du règne d'Islam Makhachev et du rythme auquel il combat actuellement, sa prise de pouvoir était magnifique et il est selon moi le meilleur poids léger de la planète et d'assez loin. 2023, la revanche d'Israel Adesanya. Il y a eu pas mal de beaux moments l'année dernière, mais aucun ne restera autant gravé dans la mémoire collective que la célébration d'Israel Adesanya après avoir mis KO Alex Pereira. Izzy et Alex avaient une histoire commune qui remontait à leur passage en kickboxing, au cours duquel le Brésilien avait battu 2 fois The Last Airbender. Lorsqu'il a enfin fait ses débuts à l'UFC, tout le monde attendait une confrontation entre les deux hommes, et lorsqu'elle a eu lieu, Pereira a battu Adesanya à la surprise générale. Il semblait alors qu'Israël soit condamné à vivre dans l'ombre de Pereira à jamais, donc lorsqu'il l'a mis KO lors de la revanche, c'était un moment extrêmement libérateur pour lui. Qu'on aime ou pas Adesanya, sa célébration est iconique et c'est le moment marquant de l'année 2023 à l'UFC à mon sens. Voilà la vidéo selon moi. Que pensez-vous sera par exemple le moment significatif de cette année 2024 à vos yeux? Est-ce qu'il y a d'autres moments qui vous pensez auraient mérité de figurer à la place d'un autre dans la liste? Voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Likez comme d'habitude, abonnez-vous les amis, restez respectueux et on se reparle bientôt. Salut tout le monde.